Aujourd'hui, je vous propose un truc inédit, celui d'effectuer une revue de presse du Salon du Bourget. Parce qu'en réalité, ça nous en apprend énormément sur l'image que peut avoir ce salon auprès des Français, mais aussi sur les grandes thématiques qui font l'actualité du secteur. Parce que vous êtes sans doute soit curieux, soit passionné, mais la question, c'est comment les médias s'adressent et informent le reste des Français sur le sujet. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui le monde se reconflictualise, de manière conventionnelle, économique, commerciale, spatiale, culturelle, cybernétique, et bien sûr, médiatique. La désinformation délibérée et voulue, et je parle pas des gens qui se trompent, ça peut arriver, mais de ceux en solo ou dans des groupes organisés qui créent volontairement du faux contenu. Eh bien ça n'a jamais été aussi présent et rapide à mettre en place. Mais une chose est sûre, les nations se réarment ou souhaitent le faire, et si ceci vous rappelle le postulat d'un certain film, nous sommes en réalité encore un cran plus loin. Hasard du calendrier, plusieurs événements se sont enchaînés les dernières semaines, et tout le monde les avait en tête dans les allées du salon. La perte d'un Rafale au combat en Inde, l'opération Toile d'araignée, l'effroyable crash du Boeing 787 d'Air India et l'attaque d'Israël sur l'Iran, éliminant le chef des gardiens de la révolution ainsi que plusieurs scientifiques de haut rang travaillant sur le programme nucléaire iranien. Et la réponse iranienne ne s'est pas fait attendre. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la situation reste tendue. Les deux pays continuent de s'attaquer mutuellement, mais au-delà du fracas des armes, une autre bataille se joue, plus insidieuse encore, celle de la propagande qui déferle sur les réseaux et empoisonne l'information des deux côtés. Vous l'avez compris avec cette introduction, c'est surtout l'aspect militaire qui a façonné ce salon dans les médias. Dans la presse, on peut même trouver des similitudes entre ce salon de 2025 et celui de 1938, qui prit place la veille de la Seconde Guerre mondiale. La situation à ce jour est différente de celle de l'époque, néanmoins le monde contemporain est lui aussi chancelant. D'une part, les tensions et joutes verbales ou actes isolés qui pouvaient exister il y a encore quelques années entre les nations se transforment en affrontements réels avec des escalades s'étalant allègrement sur les fameuses lignes rouges qui ressemblent d'ailleurs plus à des formes difficilement identifiables, à se demander si elles existent réellement. D'autre part, la Chine s'arme comme jamais et devient réellement une puissance majeure sur tous les fronts. Quant aux États-Unis, eux veulent s'occuper du Pacifique et souhaitent que l'Europe se reprenne en main sur sa défense, mais tout en continuant d'acheter américain bien évidemment, on verra ça. Un véritable casse-tête, et aujourd'hui, en France comme en Europe, il est crucial de faire les bons choix industriels, de surmonter nos désaccords et de prendre les bonnes orientations, tant technologiques qu'humaines, car ce sont elles qui façonneront les décennies à venir. Alors si vous êtes ici pour avoir le bilan de ce salon à travers la presse, ou pour voir ce qui s'y s'est déroulé, vous êtes au bon endroit. Bon, et on va passer au point presse. Ouais, je sais, ça c'est du plagiat, mais ma vidéo ne fera pas assez de vues pour qu'ils s'en rendent compte. Et donc, qu'est-ce que la presse en dit ? Petite devinette, quel journal a écrit ceci concernant le salon ? Les ailes et les fuselages ne sont plus couverts cette année des teintes suaves et des couleurs pastel que portent allègrement les appareils de tourisme. Les coques sont grises, les plans kaki, ces trappes démasquent des lance-bombes. Imaginez un salon de l'automobile dont 95% des modèles exposés seraient des tanks ou des automitrailleuses. Eh bien, c'est le journal Le Figaro. Mais attention, parce qu'il y avait un piège. C'est Le Figaro du 25 novembre 1938. Bon, c'était une anecdote, certes, mais qui montre à quel point ces situations sont transposables à notre époque. Car si la défense et le réarmement de l'Europe sont aujourd'hui si essentiels, c'est bien pour préparer l'avenir, et surtout pour éviter que ne se reproduise une catastrophe. Mais revenons au salon. Il y a encore 2 ans, côté médias, on parlait d'hydrogène, de taxis volants, d'empreintes carbone, de carburant durable. Tout cela semble bien loin de faire la une aujourd'hui. Attention, ces sujets restent au cœur des priorités pour les avionneurs civils. Cependant, cette année, c'est bel et bien une autre couleur qui domine clairement le paysage du Bourget, le kaki. Le sujet de la défense s'impose et semble reléguer le reste au second plan. Et le constat est sans appel. Et donc, comme vous pouvez l'observer, j'ai ratissé assez large dans la presse quotidienne et magazines d'actualité, allant de Libération et l'Humanité jusqu'à Valeurs Actuelles et au Journal du Dimanche. Je souhaitais par cette démarche avoir une idée représentative de la couverture presse de l'événement. Et donc sur la période du 12 au 22 juin, j'ai pu identifier, hors AFP, un nombre de 113 articles publiés dans la presse française. Si l'on regarde la répartition des sujets abordés dans la presse, on observe d'abord 6 articles qui font le lien entre le salon et l'actualité au Moyen-Orient, 26 articles se concentrant sur le secteur civil, avec notamment les ventes d'Airbus, le retrait de Boeing et les annonces des autres grands acteurs, mais également 8 articles entièrement dédiés aux drones et à l'intégration croissante de l'intelligence artificielle. Côté défense, la presse a produit 18 articles sur l'Europe de la défense et 25 sur le réarmement français, ainsi que l'actualité de nos armées. La question du recrutement dans la filière aéronautique est évoquée dans 5 articles, le domaine spatial n'est pas en reste avec 13 articles, tandis que la supply chain est citée dans 4. Enfin, les enjeux environnementaux et la transition écologique sont traités dans 8 articles.
Et donc à la lecture de tout ça, une cartographie claire se dessine. Ici vous avez en kaki tout ce qui touche au réarmement et à la défense, en bleu les sujets liés à l'aviation civile, en rose l'environnement et la transition écologique, en noir l'espace. Au total on a ces 4 grandes tendances qui se détachent. Mais cette année, une chose saute aux yeux, la domination écrasante de l'enjeu militaire. Dès l'ouverture, le ton était donné. Le Salon du Bourget n'est plus seulement une vitrine technologique. C'est désormais un espace où s'expriment les inquiétudes et les ambitions liées à la défense et à la souveraineté. Fini le temps où la défense passait au second plan derrière la mobilité civile. Frédéric Parisot, délégué général du GIFAS, l'a d'ailleurs reconnu. L'environnement géostratégique actuel impose de renforcer la dimension défense du salon. Ce virage s'explique par le contexte international vu en introduction. Et l'espace, autrefois terrain d'exploration, est désormais considéré comme le point haut de la guerre. On l'a vu avec l'exemple de Starlink, devenu un atout décisif pour les forces ukrainiennes qui tentent de résister aux assauts russes. Cette militarisation de l'espace, qui n'est plus une fiction, s'impose comme une réalité stratégique. Sur les 2400 exposants venus de 48 pays, près de 40% sont directement liés à la défense. C'est un chiffre qui en dit long. Les thématiques phares du salon, cybersécurité, intelligence artificielle, drone spatial, sont toutes d'une manière ou d'une autre connectées à la défense. La mobilité civile, bien que toujours présente, s'efface quelque peu derrière ces enjeux de sécurité et de souveraineté. Autre tendance forte soulignée par la presse, l'omniprésence des nouvelles technologies, et en particulier l'intelligence artificielle. Le Bourget a été ici la vitrine mondiale des innovations de rupture. La tribune insiste sur le fait que l'IA est désormais un levier majeur dans la compétition internationale, un constat partagé par de nombreux observateurs. Et elle s'invite partout, dans la maintenance prédictive, la gestion du trafic aérien, l'optimisation des chaînes logistiques, mais aussi dans les systèmes d'armes autonomes et la guerre électronique. Les industriels rivalisent d'annonces sur les applications de l'IA et du big data qui transforment en profondeur la conception, la production et l'exploitation des aéronefs. Sur le secteur, malgré les incertitudes, l'aéronautique et l'aérospatiale affichent une santé insolente en matière d'emploi. Le GIFAS annonce 25 000 postes à pourvoir en France cette année, dont 6 000 alternants, et en 2024, c'est presque 29 000 recrutements qui ont été réalisés. C'est un signal fort, le secteur reste attractif, dynamique et continue d'offrir des perspectives de carrière, notamment pour les jeunes diplômés et les profils techniques. Cette vitalité de l'emploi s'explique par la nécessité de renouveler les compétences, d'accompagner la montée en puissance des nouvelles technologies, mais aussi de répondre à la demande croissante, tant civile que militaire. Les entreprises investissent massivement dans la formation, la reconversion et l'attractivité des métiers. Elles sont bien conscientes que la bataille des talents sera décisive pour l'avenir. Parmi les grands noms qui ont marqué cette édition, impossible de ne pas citer Dassault Aviation et son Rafale F5, futur standard et star du salon. Le Rafale F5 incarnera la montée en gamme du célèbre chasseur. Sa nouvelle version sera dotée d'améliorations majeures en connectivité et de l'intégration avec des drones. Elle est présentée comme une réponse directe aux nouveaux défis de l'OTAN et à la compétition internationale. Le journal Challenge parle même d'un moment de vérité pour le chasseur de Dassault, qui doit désormais s'imposer face à la nouvelle donne stratégique dans un environnement très concurrentiel. Le GIFAS, en tant qu'organisateur, joue également un rôle central. Il porte la voix de l'industrie, met en avant les enjeux du salon et rappelle l'importance des chiffres, de l'emploi et de l'innovation. Les initiatives européennes sont particulièrement scrutées. La presse insiste sur l'appel au sursaut européen, notamment dans le spatial et la défense. Le commissaire européen à la défense, Andrus Kubilius, a lancé un avertissement sans détour. L'Europe n'est pas suffisamment préparée face au risque d'une attaque conventionnelle à grande échelle. L'enjeu est clair. Il faut bâtir une alternative européenne crédible, notamment à l'opérateur satellitaire d'Elon Musk, pour garantir l'autonomie stratégique du continent. La presse s'est également largement fait l'écho des enjeux économiques et stratégiques qui traversent le secteur. La question de l'endettement de la France et de sa capacité à financer ses ambitions de défense est posée avec acuité. Il devient impératif de renforcer la capacité de l'industrie à absorber un nombre croissant de contrats en s'appuyant sur les synergies entre le civil et le militaire. L'innovation, quant à elle, entre au service de la décarbonation. L'Europe entend préserver sa place de leader dans la transition écologique de l'aviation. Le développement du ciel numérique européen est également présenté comme un pilier technologique permettant d'optimiser la gestion du trafic aérien et de réduire l'empreinte carbone du secteur. Autre point clé, l'attractivité des investissements privés. Pour soutenir l'effort de la défense, il est crucial de mobiliser les capitaux privés. Allianz Trade souligne cependant la nécessité de clarifier les normes ESG pour débloquer pleinement ces investissements. La question de la compatibilité entre exigences environnementales, sociales et de gouvernance, ainsi que les besoins de l'industrie de défense, reste un sacré sujet de débat.
Mais la couverture médiatique n'a pas éludé toutes les difficultés et les points de friction. Premier point de crispation, le manque de commandes de l'État français. Cédric Perrin, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, a déploré l'absence de commandes publiques depuis le début de l'année. Un signal jugé assez préoccupant par les industriels qui attendent des engagements clairs. Autre défi de taille, la capacité de production européenne. Hugues Lavandier de McKinsey met en garde l'industrie française, comme l'ensemble de la base industrielle et technologique de défense européenne, n'est pas encore organisée pour absorber un flux massif de contrats. Il y a urgence à accélérer les cadences, à moderniser les outils de production et à renforcer la coopération entre les acteurs. Enfin, la transformation numérique du secteur soulève de nombreux enjeux. Au-delà de la technologie pure, il faut adapter le cadre réglementaire, accélérer la certification des nouveaux systèmes et investir dans la formation des personnels. La digitalisation, si elle est porteuse de promesses, impose également de repenser les processus, les métiers et les modèles d'affaires. Et donc quel regard la presse porte-t-elle sur l'avenir de l'aéronautique et du spatial ? Le ton général est celui d'un optimisme, mais mesuré, teinté d'une certaine forme de réalisme. Il y a un consensus sur le fait que le secteur est en pleine mutation, confronté à la nécessité d'innover en permanence et de s'adapter à des réalités géopolitiques et environnementales mouvantes. L'autonomie de l'Europe, notamment dans la défense et le spatial, s'impose comme un véritable leitmotiv. L'objectif est clair, réduire la dépendance vis-à-vis des grandes puissances, et principalement des États-Unis, et bâtir une industrie capable de peser sur la scène internationale. L'importance de l'emploi et de la formation est également soulignée. La compétitivité de l'industrie passera par la capacité à attirer, former et fidéliser les talents à tous les niveaux de la chaîne de valeur. En résumé, le Salon du Bourget 2025, tel que dépeint par la presse française, est bien plus qu'une simple exposition technologique. C'est le reflet d'une industrie en pleine mutation, traversée par des tensions géopolitiques, des impératifs technologiques et environnementaux, mais aussi par une formidable dynamique d'innovation et de création d'emplois. La défense et la souveraineté européenne sont devenus des axes structurants, poussant l'innovation vers des solutions de rupture comme le Rafale F5 ou les avions zéro émission. Mais le secteur doit aussi relever des défis majeurs. Obtenir des commandes publiques, adapter ses capacités industrielles, mobiliser les investissements privés et réussir sa transformation numérique. Le message est clair, l'industrie aéronautique et spatiale est à un tournant. Son avenir dépendra de sa capacité à innover, à s'adapter aux nouvelles exigences de durabilité et à renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe dans un monde de plus en plus compétitif et incertain. Mais il demeure une question. En vrai, ce salon, ça donnait quoi ? La zone dédiée aux eVTOL avait disparu. Les taxis volants, annoncés comme révolutionnaires, peinent toujours à trouver leur place, et seules quelques propositions, comme celle d'Archer, subsistaient discrètement. L'un des moments marquants venait de Dassault, qui a exposé sur son stand une flotte complète de maquettes de Rafale, chacune aux couleurs des pays clients. Une manière élégante et assumée de rappeler que l'avion est un véritable succès à l'export. En revanche, le programme de l'avion de combat du futur, lui, faisait pas le figure. Isolé dans un coin, presque ignoré avec très peu d'informations accessibles, les négociations entre Dassault et ses partenaires européens semblent toujours aussi laborieuses, et l'avion, au salon, était littéralement puni dans un coin. Ce qui a aussi beaucoup fait parler, ce sont ces grandes bâches noires tendues tout autour des stands des entreprises israéliennes de défense. Sur les 8 acteurs israéliens présents à Paris, 5 ont été tout bonnement bâchés. Une mise en scène opaque mais chargée de symbolique dans le contexte actuel. Bien que la Chine n'a rien fait voler, ses industriels étaient bien là. Grands stands, sous-traitants, et surtout une impressionnante galerie de maquettes. Avions civils comme le C-919, drones armés, chasseurs de 5e génération J-20 et J-35, ou encore autres plus classiques tels que les J-10 et JF-17, une démonstration statique, mais assez stratégique. Du côté de l'exposition statique, une quasi-absence, celle de Boeing, notamment suite au crash du 787 en Inde. Son président a même annulé sa venue. Seuls 2 Boeing étaient visibles. Un 789-9 Dreamliner aux couleurs de Riyadh Air sur l'emplacement du constructeur, ainsi qu'un peu plus loin sur le plateau statique, un 777 aux couleurs du PSG, présenté par Qatar Airways. Airbus, en revanche, assurait le spectacle, avec l'A220, le C295, l'A321 XLR et bien d'autres. Mais c'est surtout la démonstration de l'A350-1000, le plus gros appareil de la série des 350, qui a laissé tout le monde de marbre. Le temps s'est littéralement arrêté lors du décollage de l'appareil, et tout le monde regardait la star du salon, le gros porteur semblant flotter d'une manière presque irréelle dans les airs, ses réacteurs étant d'un silence, je pense, jamais atteint pour un avion de cette taille. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu évoluer lors des journées grand public.
L'édition précédente amorçait déjà un virage vers une industrie plus militarisée, avec en vedette les nombreux drones MAL, ces appareils de moyenne altitude et longue endurance. Mais à l'époque, c'était encore la transition écologique qui structurait l'essentiel des débats. Cette année, le ton a changé, le salon reflète désormais la tension géopolitique mondiale, avec une atmosphère plus incertaine que jamais. Et franchement, qui peut prédire à quoi ressemblera le monde dans 10 ans ? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'ai voulu vous proposer un regard différent de ce que l'on voit habituellement sur YouTube à propos du Bourget. Si ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu, ou encore mieux, laissez un commentaire.